Les initiatives de normalisation volontaire reflètent les rapports de force entre des acteurs économiques, mais aussi des États et des régions du monde. Tout d'abord, stratégie d'acteurs économiques désireux de réaliser des percées technologiques, commerciales. C'est vrai évidemment pour les grands groupes, et on a un certain nombre de champions français en matière de champions industriels qui sont également des champions en matière de normalisation. Mais de plus en plus, on voit les PME innovantes et même les start-up se lancer pour s'ouvrir des marchés dans la bataille internationale de la normalisation, ce qui est fortement favorisé par le partenariat que l'AFNOR, Association française de normalisation, a passé avec la French Tech. Autre, évidemment, rapport de force, c'est le rapport de force entre les États. Il faut savoir qu'en Chine, par exemple, l'organisme de normalisation est directement rattaché, évidemment, au pouvoir central. En Europe, le système est que, par exemple, la Commission européenne lance régulièrement des mandats sur un certain nombre de sujets émergents stratégiques et appelle les organismes européens de normalisation à se positionner, à réunir des consensus d'industriels pour faire des percées dans tel ou tel domaine stratégique, soit de manière offensive, soit de manière défensive. Ainsi, grâce d'ailleurs à une initiative française, l'Europe est devenue pilote au niveau international sur des sujets comme la ville durable et aussi un des faits de gloire français, c'est l'économie circulaire où nous tenons la présidence du comité international, ce qui permet évidemment de trouver des débouchés importants pour les acteurs nationaux. Il peut y avoir aussi des stratégies évidemment défensives. Ça a été le cas, par exemple, en 2020, où nous avons été alertés sur une offensive des Chinois sur le lithium. Le commissaire au commerce intérieur, Thierry Breton, s'est emparé de l'affaire. Et personnellement, à l'époque, j'ai mobilisé, avec l'aide de la représentation française à l'UE et du département Affaires internationales d'AFNOR, les industriels français qui ont répondu à l'appel et qui ont permis de contrer cette offensive. Voilà donc pour les rapports de force. Pour la place aujourd'hui, notamment de l'Europe dans le concert international, l'Europe en fait est un acteur leader, ça peut surprendre, mais l'Europe pèse très lourd en normalisation par le fait qu'aujourd'hui les 27 pays de l'Union plus 7 autres pays, donc 34 pays, agissent très souvent, majoritairement de concert, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les domaines, et pèsent très lourd puisque la règle de la normalisation internationale, c'est un pays, une voix. Donc quand, évidemment, les pays européens se mettent d'accord, et la France, évidemment, joue un rôle extrêmement moteur dans ce domaine, eh bien, ça pèse lourd et ça permet, évidemment, de faire entendre sa voix et d'ouvrir, de faire des percées face aux deux grands autres acteurs que sont, évidemment, les États-Unis, la Chine. Il ne faut pas oublier d'ailleurs aussi le Japon qui reste un acteur important en matière de normalisation. Donc voilà, une Europe extrêmement active, extrêmement proactive même, extrêmement soudée, qui pèse très lourd et c'est une chance évidemment pour les industriels, pour les acteurs économiques français et européens de pouvoir s'appuyer sur cette arme stratégique dans les rapports de force internationaux. La création d'une commission avant les autres, son portage au niveau européen ou international, évidemment, offre un avantage considérable et des débouchés aux entreprises, notamment quand nous sommes en capacité de prendre le secrétariat ou la présidence d'une commission internationale. Par exemple, le cas de la norme sur les fertilisants a illustré comment l'initiative française, qui avait répondu à une demande de la Commission européenne, devant d'ailleurs les Allemands et les Hollandais qui étaient plus frileux, a permis à des PME françaises de peser sur ce sujet, y compris face à de grandes firmes multinationales. C'est très important, il y a un adage en matière de normalisation qui dit « Celui qui n'est pas autour de la table est au menu ». Donc il vaut mieux être présent dans l'action. Et donc c'est une doctrine offensive, en fait, qui s'impose de plus en plus dans ce jeu de la compétition internationale. Et la normalisation, c'est important de comprendre que c'est un atout et une arme stratégique. Ça concerne également les startups. Je voudrais prendre juste le cas d'une startup qui s'appelle Crystal Chain, donc une startup de la blockchain, qui est spécialisée dans la traçabilité et la fiabilité des informations sur les produits et qui a notamment un certain nombre de clients qui est très actif dans le secteur agroalimentaire. Eh bien, son président, Sylvain Cariou, a très vite compris l'intérêt d'entrer en normalisation, d'autant plus que ce domaine de la blockchain est réputé quand même un peu opaque. Et donc il a pris la tête de la commission française, en miroir du comité international dédié à ce sujet. Il a même réussi à entraîner avec lui la toute jeune Fédération française des professionnels de la blockchain.
Alors ça a permis évidemment aux acteurs français de faire une percée, et puis accessoirement, ça lui a permis, lui, avec la crédibilité que ça a donné et la lisibilité que ça a donné, ça lui a permis de décrocher un contrat inespéré avec un géant international de la distribution. Donc on voit les retombées également très directes pour une start-up de cet engagement dans la normalisation. Faire de la norme un instrument permettant de dominer un marché et le dessiner à son avantage, c'est évidemment un atout stratégique qui concerne tout autant les entreprises du secteur agroalimentaire que les autres. Alors il y a deux positions possibles. Soit les entreprises s'investissent activement dans les travaux normatifs, et là évidemment elles peuvent faire prendre en compte leurs exigences dans les normes, et c'est évidemment ce que je préconise. Et il n'y a pas de raison, encore une fois, que les entreprises agroalimentaires se privent de ces bienfaits de la normalisation, ou bien elles se tiennent à l'écart. Mais on est toujours quelque part rattrapé par la normalisation. Et se tenir à l'écart, c'est se trouver tôt ou tard obligé d'appliquer des normes inventées par d'autres. Et ça encore, ce n'est pas le plus grave. Le pire, c'est que quand on est à l'écart de la normalisation, on n'a pas forcément une grande propension à utiliser les bonnes normes et on peut être victime de crises. Si je prends le cas, par exemple, d'une crise grave qui a eu lieu en 2011, mais il y en a malheureusement d'autres, c'était la fameuse crise des graines germées, avec une bactérie mortelle qui a provoqué non seulement des drames humains, mais des pertes économiques extrêmement importantes. Si à l'époque, la norme ISO 22000, qui est la norme donc, de sécurité alimentaire, avait été appliquée par les industriels concernés, on aurait très pu vite détecter, beaucoup plus vite détecter, voire éviter cette crise, anticiper, maîtriser le risque et éviter encore une fois une crise qui a concerné 14 pays européens, plus l'Amérique du Nord, qui a coûté 227 millions d'euros de dédommagement à des agriculteurs espagnols qui, en plus, et là on parle de l'argent, mais qui ont eu évidemment, qui ont vu leur réputation injustement ternie, parce qu'ils n'y étaient finalement pour rien, sans compter un incident diplomatique sérieux à l'époque entre l'Espagne et la Russie. Donc, s'il y avait eu utilisation de cette norme, on aurait évité tout cela. Et donc, ça montre bien ce genre de crise que la coopération internationale sur des sujets, et à l'heure où, évidemment, comme on le sait, un certain nombre de ces problèmes sanitaires font très vite le tour de la planète, sont extrêmement importants. Alors évidemment, il n'y a pas que le côté protecteur et le recours en cas de crise à la norme, mais participer à la normalisation, si je reste sur l'exemple de la norme 22000, de norme de sécurité alimentaire, c'est aussi un moyen pour les industriels d'affirmer leur engagement, de communiquer auprès des parties prenantes et évidemment de travailler sur la confiance, de produire de la confiance et d'améliorer leur image. Et aujourd'hui, avec toutes les grandes questions de RSE, avec toutes les questions environnementales, d'économie circulaire, avec l'initiative One Health qui caractérise l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et les questions d'environnement, on voit bien que les meilleures solutions, c'est de se mettre autour d'une table, de travailler donc sur des normes communes, sur un socle de normes communes, pour traiter ces problèmes complexes où tout interagit, et donc qui nécessitent que des industriels du monde entier se mettent d'accord pour établir ensemble les bonnes pratiques dans leur propre intérêt économique, mais aussi dans l'intérêt évidemment des consommateurs et de la santé publique.